trouve que c'est inadmissible d'avoir une terre aussi fertile dans la vallée du Giroux et demain avoir du goudron. C'est nous, c'est le peuple tarnais qui veut cette autoroute. On n'a qu'une seule solution, c'est une autoroute ou une autoroute. Et ça, c'est pas acceptable. Je pense que le secteur est en effet ce que j'appellerais aujourd'hui une poudrière. Je dis clairement aux gendarmes, il ne faut pas qu'ils envoient la force. Et j'espère que dorénavant, on attendait les décisions de justice avant de saccager et de détruire. Face à la décision du tribunal, l'État fera appel. La justice, elle préfère donner raison à des gens cagoulés qui incendient nos entreprises. C'est un chantier qui est déjà bien avancé. Une grande partie des travaux a été réalisée en un peu moins de 2 ans. Mais le 27 février dernier, la justice a décidé qu'il fallait tout arrêter. Cette autoroute ne répondrait pas aux exigences environnementales. Et pourtant, cela fait des années que le Sud-Tarn en rêvait. Une autoroute pour faire briller Castres et son bassin d'emploi. Un projet du XXe siècle qui a mobilisé de l'énergie, des luttes et des passions. À la fin des années 80, les engins de chantier tournent à plein régime dans la campagne tarnaise. La liaison autoroutière entre Albi et Toulouse se dessine petit à petit. Et en 1992, les élus de la région et du département inaugurent le tronçon entre Gaillac et la capitale régionale. Pendant ce temps-là, à Castres, on s'impatiente. Les routes sont rénovées. Rien de plus. Ces sacs postaux contiennent des centaines de pétitions adressées au ministre de l'Équipement et au président du Conseil régional. Au total, 20 000 signatures recueillies sur un projet, celui de l'aménagement de la nationale 126 qui relie Castres à Toulouse. Il y a une profonde injustice entre le traitement du Nord et du Sud. Bernard Carayon, maire de Lavore, ancien député du Tarn. On avait le sentiment que tout l'argent allait vers le nord et que rien n'allait vers le sud, alors que le potentiel économique, en particulier industriel et de services, était beaucoup plus important dans le sud que dans le nord. Le potentiel économique, c'est l'industrie textile entre Castres et Mazamet. Une industrie pourtant sur le déclin. En revanche, les laboratoires Fabre poursuivent leur expansion dans le Sud-Tarn. Une réussite saluée par les plus grands hommes politiques de l'époque. Dans cette terre d'industriels qui a besoin de connexion avec le monde, il y a un point noir, c'est-à-dire l'enclavement. Je me souviens qu'une fois, j'ai fait venir un entrepreneur pour l'installer à Mazamet. Je suis allé le chercher à l'aéroport. C'était à l'automne, il pleuvait. On a mis 1h03 à peu près pour arriver à Mazamet. Et quand on est arrivé au centre de Mazamet, il m'a dit « Bon, on prend un verre et puis... si ça ne te dérange pas, je repars, c'est trop loin, c'est trop loin. » La nationale 126 entre Castres et Toulouse va pourtant bénéficier d'aménagements avec la création de 2 voies rapides, à Soile et puis Laurent. C'était la logique des contrats de plan État-région et, si vous me permettez l'expression, la logique des petits bouts. Philippe Folliot, sénateur du Tarn. Assez rapidement, on s'est rendu compte que, au rythme de réalisation de tronçons de 3 à 8 km tous les 15 ans, en fait, il nous faudrait attendre 2070 à peu près pour avoir une 2 fois 2 voies entre Castres et Toulouse. Pari réussi pour les organisateurs de la manifestation pour la défense du bassin économique du Sud-Tarnais. Pas moins de 300 véhicules se sont rejoints à la sortie de Castres pour une opération escargot sur la nationale 126 jusqu'à Toulouse. Devant les caméras, des Tarnais se mobilisent. Élus et chefs d'entreprise considèrent que leur territoire est enclavé.
notre bassin d'emploi est le seul, avec celui de l'Avelanais, qui va voir à l'issue du prochain recensement le nombre d'emplois baisser. Ce qui veut dire qu'ici, nous sommes dans une phase de décroissance de la population. On avait réussi à gagner une première manche qui était le désenclavement d'Albi vers Toulouse. Il fallait tout de suite basculer sur la seconde qui était Castres-Toulouse, mais avec cette difficulté, c'est que certains regards extérieurs considéraient que le Tarn était déjà désenclavé parce qu'Albi était désenclavé. Et c'est cette spécificité tarnaise d'avoir deux bassins d'emploi quasi équivalents qui, à certains égards, a causé du tort par rapport à la rapidité du désenclavement de Castres par rapport à Toulouse. On mobilise des crédits pour le contournement de Puylaurens et de Soile, mais on ne peut plus en obtenir pour le reste de la RN 126. Les élus du Sud-Tarn sont dans l'impasse. Mais un homme sort du bois. Il s'agit de Pierre Fabre, le patron des laboratoires pharmaceutiques et le plus gros employeur privé du département. C'est également le patron du Castre Olympique. Il veut une autoroute et il use de toute son influence pour l'avoir. Si Pierre Fabre s'est battu avec une énergie farouche pour faire aboutir ce projet d'autoroute, c'est pour garantir la pérennité de l'entreprise Pierre Fabre à Castres. Il fallait des capacités et des modalités de transport qui nous mettent à égalité avec les autres territoires pour justifier ce patriotisme local, l'enracinement à Castres. En novembre 2006, Pierre Fabre obtient l'accord de principe de l'État pour une liaison autoroutière entre Castres et Toulouse. C'est pas un caprice, c'est que vraiment on est handicapé. Pascal Bugis, maire de Castres. Pourquoi ne pas faire appel au concessionnaire et donc à l'argent du concessionnaire pour résoudre notre problématique en faisant payer in fine l'infrastructure par les usagers. Voilà. Nous, on est preneurs, on a des usagers potentiels. Par contre, le contribuable national, on comprend que c'est peut-être pas sa priorité de faire Castres-Toulouse. Voilà. Donc c'est comme ça que l'idée se met en route et donc on obtient effectivement assez rapidement une décision de principe favorable sur l'étude d'une mise en concession. Mais cette idée ne fait déjà pas l'unanimité. À quelques kilomètres de Castres, des riverains se mobilisent contre l'autoroute. Ils mettent en place un faux péage avec un tarif exorbitant pour l'époque. Et aujourd'hui c'est pour rire, mais demain ça sera de vrai. Il n'y a eu aucune concertation avec les élus, si ce n'est des propositions de projet. Et ça, nous ne l'acceptons pas. Un aménagement de la route est largement suffisant compte tenu du trafic sur cette route. Frédéric Manon, opposant à l'autoroute, membre du collectif RN 126. On leur demande, êtes-vous prêt à payer 17 € pour faire un aller-retour Castres-Toulouse? Les gens disent non. Non, la route, on n'a pas besoin de payer une autoroute. Cette route, elle suffit à nos déplacements. Donc ça, ils en prennent conscience. À la fin des années 2000, deux camps s'opposent. Sollicité par les laboratoires Pierre Fabre, le Tarnais Laurent Cabrol, célèbre présentateur météo, se fait le porte-voix des pro-autoroutes lors de réunions publiques. Des débats où toutes les voix se font entendre. Tout le monde dit aujourd'hui qu'il faut arrêter le programme autoroutier, qu'il faut limiter la vitesse sur les autoroutes. Donc l'avenir, c'est ça. C'est-à-dire c'est d'autres modes de transport, d'autres modes d'énergie. Et là, on a l'impression qu'on est en train de penser comme on pensait il y a 20 ou 30 ans en arrière. C'est un peu effrayant. En revanche, les chefs d'entreprise réclament une autoroute et rien d'autre. Je me souviens même d'une conversation avec M. Morel, qui était à l'époque président de la Chambre de commerce et d'industrie, qui m'a dit « Mais M. Manon, vous nous expliquez l'autoroute pour gagner du temps, pour la sécurité routière, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on veut l'autoroute pour une question d'image. » Voilà. Et ça a été le leitmotiv non officiel, mais M. Morel a traduit exactement ce que les élus tarnais attendent du projet d'autoroute, une question d'image. Et c'est surtout dans les communes rurales proches de Toulouse que la colère gronde. On ne veut pas d'autoroute de Verfeil à Puylaurens. Ils tiennent à conserver leur cadre de vie au milieu des champs. A l'inverse, ce sont les habitants du bassin castré qui réclament l'autoroute. Et ils le font savoir avec la réalisation de ce clip.
Une mise en scène sur une chanson de Grégoire, Toi plus moi. On va ouvrir notre cœur, c'est notre destin qui est dans la balance. Allez, venez, saisissons notre chance. Et le 29 juin 2010, le ministre de l'écologie Jean-Louis Borloo décide qu'il y aura bien une autoroute entre Toulouse et Castres. Vous savez, lorsque j'ai appelé François Fillon il y a quelques jours, je lui ai dit « Cette autoroute, on en a besoin pour des raisons de justice, de sécurité et d'emploi. » Alors ça n'a pas été très facile parce que Jean-Louis Borloo, qui était ministre de l'Environnement, tenait, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, à préserver ses relations avec les associations environnementales, les associations écologistes. Et donc, il renaclait un peu. Donc, la situation m'a énervé, pour tout vous dire. Et donc, un jour, j'ai dit à François Fillon, à la sortie d'une séance de questions d'actualité à l'Assemblée, je lui ai dit, écoute, c'est très simple, si je n'ai pas l'autoroute, je quitte la majorité et je vote contre ton budget. Et je vais te dire, à 2 ans des élections présidentielles, c'est vraiment pas très opportun. L'autoroute est actée et sera terminée fin 2015, promet le gouvernement. Seulement voilà, le dossier prend du retard. Il sera relancé 3 ans plus tard, lors de la visite du président Hollande, dans les locaux de la nouvelle usine des laboratoires Fabre à Soual. À l'abri des regards, Pierre Fabre rencontre François Hollande. C'est vrai que cette rencontre l'avait marqué, qu'un homme, au crépuscule de sa vie, reprenne sur lui, parce que je pense qu'il était extrêmement fatigué, pour se mobiliser les forces physiques, intellectuelles qui lui restaient, pour porter un message qui était le message de toute sa vie, et qui était de dire, voilà, moi j'ai créé ce groupe à partir de cette ville, à partir de ce bassin d'emploi, et j'ai pu le faire sans l'autoroute, mais pour demain, pour ceux qui vont me succéder, on aura besoin d'être désenclavés. Et c'était un message très fort. Ce n'est pas l'enclavement que vous applaudissiez. C'est l'espoir qu'il viendrait une infrastructure qui aurait dû être faite depuis des années. Dans les prochaines semaines, des décisions seront prises. Je sais que Pierre Fabre n'était pas totalement rassuré par l'engagement de François Hollande, dont il ne partageait pas les idées, ce n'est pas un secret. Et puis, Pierre Fabre meurt quelques mois plus tard. On n'était pas rassuré. On n'était pas rassuré. Effectivement, quelques mois plus tard, le dossier de l'autoroute a du plomb dans l'aile. Il n'est plus prioritaire pour la majorité présidentielle. Le projet d'autoroute Castres-Toulouse est compromis. Parce qu'à ce jour, on travaille à l'Assemblée nationale sur des textes importants, vous le savez, c'est la réforme des collectivités territoriales et l'écotaxe. Et c'est pour ça que j'ai demandé au préfet de région de faire un moratoire pour ce projet. Tous les projets au niveau national sont reversés dans cette commission, on remet tout à plat, on décide si c'est d'intérêt national ou si ça ne l'est pas. Sur le papier, c'est fondé de dire ça, sauf que ça prend 2 ans. Pendant ce temps, des élus et des opposants à l'autoroute s'organisent et se structurent. Ils vont même proposer une étude sur un projet alternatif. Une étude financée par les collectivités locales. Le département du Tarn et l'agglomération de Castres refusent d'y participer. Si on compare l'aménagement de la RN 126 par rapport au projet autoroutier, en termes de gain de temps, l'autoroute ne fait gagner que 12 minutes. En termes de subvention d'équilibre sur l'autoroute, était à 240 millions d'euros. Et l'aménagement, c'était 180 millions d'euros. Donc on était 60 millions d'euros moins cher que le projet d'autoroute. Mais voilà, ce projet ne sera jamais pris en compte par le gouvernement. L'autoroute a toujours été la seule option, à Paris, comme dans le bassin castré. Encore faut-il trouver des fonds. On sait que l'État va être mis à contribution, y compris dans le cadre d'une mise en concession. On sait que ça ne va pas être que l'entreprise privée qui va réaliser l'ouvrage pour le compte de l'État et que les usagers qui vont payer. Il va y avoir une subvention d'équilibre. C'est un peu le ver dans le fruit parce que ça veut dire de nouveau argent public, de nouveau mobilisation de fonds d'État et de nouveau difficultés. Et quand l'État ne veut pas payer, il retarde. Il faut attendre 2018, 1 an après l'élection d'Emmanuel Macron pour que les choses bougent enfin.
Elisabeth Borne, la ministre des Transports, annonce que l'autoroute Castres-Toulouse devient une priorité de l'État. 30 ans que les partisans de l'autoroute attendaient ça. C'est un projet qui a vocation à se réaliser rapidement, donc moi j'ai pu confirmer cette perspective. On va dire lever le suspense sur ce projet et donc maintenant on rentre dans la phase de la déclaration d'utilité publique. Ça montre l'état d'esprit de nos dirigeants et de nos élus. Thomas Digard, membre fondateur du collectif La Voie est libre. Lors de son interview, elle dit que je peux vous assurer, entre guillemets, je peux vous assurer que cette autoroute verra le jour. Quelque chose comme ça, mais le fond est là. En annonçant ça, elle décide volontairement de considérer la future autorisation environnementale, qui est une étape majeure dans le processus démocratique. Elle décide quelque part de considérer ça comme une futilité, quoi, comme quelque chose qui sera une étape très simple et qui ne présentera pas de problème. L'autoroute est maintenant lancée. Les feux sont au vert, mais passent très vite à l'orange. La crise Covid vient perturber la planète entière. Alors, le chantier peut attendre. La nature reprend ses droits et on s'interroge. Tous ceux que je connais ou presque sont contre, déjà parce que ça va dénaturer notre paysage. Et ensuite, on va avoir le bruit, quoi. Il faudrait qu'il la fasse le plus tôt possible pour pouvoir désenclaver le sud du Tarn. Il faudrait la faire, oui, mais il ne faudrait pas qu'elle soit payante. En septembre 2021, à Castres, le Premier ministre Jean Castex annonce le nom du concessionnaire devant un parterre d'élus et de chefs d'entreprise du Sud-Tarn. La décision que j'annonce aujourd'hui, c'est d'ouvrir la dernière phase de la négociation avec le candidat, qui est donc le mieux classé à l'issue de cette procédure. Il s'agit du groupement NGE. On est sur une étape là de désignation du concessionnaire qui est un peu plus irréversible que toutes celles que nous avons franchies jusqu'à aujourd'hui. Là, il faut quand même rester prudent, attentif à ce que ça aille vite. C'est donc un chantier de 53 km qui va s'ouvrir pour un coût de 480 millions d'euros répartis entre public et privé. Son nom, A69. Le concessionnaire NGE va créer une nouvelle entité, Atosca, pour autoroute Toulouse-Castres. Une enquête publique démarre, les habitants peuvent consulter un épais dossier et pourquoi pas y apporter des remarques. On parle quand même d'un dossier de 16 000 pages qui est proposé en consultation à la population pendant 6 semaines pendant la période de Noël 2022-2023. Ça pose quand même question clairement sur la volonté de l'État et des dirigeants de faire participer les citoyens. Et en ce début d'année 2023, la Commission rend un avis favorable à la délivrance des autorisations environnementales. Le chantier débute le 8 mars avec l'abattage des premiers arbres. Moi je dis enfin, ça démarre. Nous, on considère, oui, que tous les clignotants sont ouverts. On nous dit pourquoi vous avez commencé les travaux? Parce qu'il n'y avait aucune raison de ne pas les commencer. Voilà. Moi, je ne suis pas entièrement confiant, parce que je connais la virulence de nos opposants. Et les opposants, justement, ils se manifestent très vite du côté de Vendines, où les travaux ont démarré. On n'est pas des délinquants. On est des non-violents, des citoyens. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on doit bouger, mais nous, on ne bouge pas. Si, malheureusement, il va falloir. Certains d'entre eux vont même s'établir dans des arbres. C'est le début du combat des écureuils, avec à leur tête Thomas Braille. Cet alignement d'arbres va disparaître et en France on perd tous nos alignements d'arbres aussi, il faut quand même le savoir. Donc hormis les 400 hectares de terres agricoles, c'est aussi des arbres que l'on va perdre pour un projet qui est totalement destructeur et ravageur, quoi. Quand il y a les premiers arbres qui tombent, je me souviens à Vendines, des habitants de Vendines, des personnes âgées qui, attachées à leur paysage, se sont mis à pleurer parce qu'ils ont pris conscience. Ah mais ils coupent les platanes de Vendines. Et les platanes de Vendines, ils ont été plantés en 1800, il y a 200 ans, quoi. Et donc ça a commencé à marquer les gens, et donc il y a eu un soulèvement local parce que ça touchait en fait à l'émotionnel et à l'attachement au paysage, quoi.
La lutte s'organise et s'intensifie dès le mois d'avril avec l'organisation d'une manifestation d'ampleur organisée près de Castres. Des militants écologistes viennent de toute la France pour dire non à l'autoroute. Le défilé réunit entre 5 000 et 8 000 personnes selon les sources. Nous, on est venus de Belgique en plus. Et en fait, c'était pour être solidaire au soulèvement de la terre. Et ce qui s'est passé à Sainte-Soline aussi, en réponse à la violence policière, de dire ça nous fait pas peur. Et en fait, c'est pas ce moyen-là qui fera qu'on arrêtera de se battre. C'est énormément d'opposants qui viennent d'un petit peu partout de l'extérieur. Et que ces personnes-là nous disent « ça, c'est pas bon pour vous », parce que ça ne serait pas bon pour la planète, et nous culpabiliser par rapport à ces éléments, c'est tout juste insupportable. Cette mobilisation d'envergure inquiète le gouvernement. Sur France Info, le ministre des Transports, Clément Beaune, appelle les pro-autoroutes à donner de la voix. J'ai entendu aussi beaucoup d'élus locaux qui me disent on est pour ce projet, et très honnêtement, je les ai peu entendus ces derniers jours. Donc s'ils tiennent au projet, il faut aussi qu'ils le disent très clairement. Touchés dans leur orgueil, élus et chefs d'entreprise du Sud-Tarn se réunissent le soir même pour clarifier les choses. Il ne faudrait pas que maintenant, sur le tapis vert, on essaie de refaire le match. Le match est fini, il est gagné, et il a commencé ce match il y a plus de 20 ans. Et à partir de ce moment-là, les pro-autoroutes vont laisser le chantier avancer sans occuper l'espace médiatique. Des scientifiques s'invitent dans le débat et dénoncent l'aberration écologique d'un tel projet. Et ils viennent le dire sous les fenêtres de la présidente de région, Carole Delga, qui, elle, soutient l'autoroute. Ce qu'on veut porter ici, moi en tant que climatologue et géophysicien, c'est qu'on ne négocie pas avec le climat. Chaque acte raté contribue à une fraction de réchauffement supplémentaire, qui contribue à des risques croissants, qui contribue au final à des souffrances et à des morts. À proximité du chantier, les militants poursuivent leurs actions et mettent tout en œuvre pour ralentir les travaux. Des ZAD sont créés près de Castres. Les rassemblements s'enchaînent et la tension monte avec les forces de l'ordre. On a peur d'un silence. Et on a peur d'un silence parce qu'on a en face de nous des gens qui sont vraiment violents. Moi, je comprends que des gens se soient exprimés avec une forme de colère, mais la violence, c'est pas ça, la violence. Hein. La violence, c'est la violence de l'État qui ne nous a jamais pris au sérieux. Sur le terrain, le rapporteur de l'ONU se montre sévère à l'égard du dispositif déployé par les autorités, en particulier aux abords des ZAD. Parallèlement, des avocats d'associations environnementales ont déposé un recours pour faire stopper la machine. Mais tout cela prend du temps. On ne demandait qu'une chose, c'est attendre que le recours soit jugé. C'est le message depuis le début, c'est ça. Attendez que le tribunal administratif de Toulouse juge notre recours, analyse nos arguments, argument contre argument avec l'État et les défenseurs du projet. Notre demande, c'était celle-là. Certaines ZAD sont occupées par des individus incontrôlables et qui ne sont pas forcément soutenus par les associations environnementales. Les salariés de chantier subissent des agressions à répétition, tout comme les gendarmes chargés de les protéger pendant des travaux de nuit. Dans ce climat de violence, des engins et des ouvrages d'art sont même incendiés. On a reçu des jets d'urine, des jets d'excréments, on a été caillassés. Ils vont faire leurs courses au supermarché, ils reviennent, ils ont les pneus crevés. Voilà ce qu'on vit au quotidien. Les travaux se poursuivent tant bien que mal, jusqu'au 27 février dernier, où le tribunal administratif annule le chantier. La Cour estime que l'A69 ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur. En clair, ce projet n'est pas utile au point de perturber des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage. Sur le chantier de l'autoroute, là, on a expulsé des familles pour faire l'autoroute, et le jugement
ne permet pas d'expulser des grenouilles. C'est quand même le comble. On est dans ce pays-là. Et tout le monde se tracasse en se disant, mais attendez, si on est capable d'arrêter la 69 qui est réalisée aux 2/3, on est capable demain de planter la LGV entre Toulouse et Bordeaux, et puis je ne sais combien de projets qui vont effectivement devoir être retardés, arrêtés, suspendus et peut-être définitivement enterrés. Le 8 mars, les pro-autoroutes décident enfin de se mobiliser massivement pour réclamer la poursuite des travaux. Ça a démarré, il faut aller jusqu'au bout, parce que c'est la logique. C'est l'oubliaïs. L'oubliaïs, c'est le bon sens paysan. Eh bien, c'est de terminer ce chantier. De leur côté, les opposants à la 69 restent convaincus qu'il faut tourner la page définitivement. L'idée d'un appel à projet pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire de cette balafre, c'est quelque chose qui va, à mon avis, aiguiser l'ingéniosité des gens. Je pense qu'il faut le voir comme ça aujourd'hui. Sur le tracé, on voit de l'herbe qui repousse. La renaturation des terres qui ont été chaulées, c'est quelque chose qui est possible. L'État a un rôle de médiateur pour réconcilier le territoire. Mais ce dossier réserve bien des surprises. Récemment, à la suite d'un recours de l'État, la justice s'est prononcée en faveur de la reprise des travaux, estimant que le chantier était trop avancé pour être abandonné. Les pelleteuses pourraient faire leur retour très prochainement, avant un énième retournement de situation.